y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de colère aussi. On parle de celle des agriculteurs, on va l'évoquer dans un instant. C'est quoi les grands points de fixation pour vous, les maires, aujourd'hui? Bon, Quelles sont d'abord, vos revendications? parler de la météo, si vous me permettez de faire la transition, mais c'est quand les maires tous, la République s'enrhume. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont très préoccupés d'abord par le poids de ce que leur impose l'État au quotidien. Et puis, ils sont préoccupés aussi par les mesures financières qui doivent être prises, qui sont une nécessité, mais qu'il faut bien sûr appliquer dans l'ensemble des budgets. Et c'est pas simple parce qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à boucler leur budget. Et donc, de ce fait-là, il y a une inquiétude sur ce sujet. Et puis, il y a aussi, je pense, une forme de fatigue républicaine chez eux. On le voit bien. Ah oui. C'est plus que de l'exaspération. C'est une façon ou d'une autre. Vous savez qu'il y a 40 maires en France qui démissionnent par mois depuis le début du mandat de 2020. On ne se rend pas compte. Ça prouve bien la difficulté de cette responsabilité. Ce sont des bénévoles en très grande partie. Ce sont des gens qui sont très peu rémunérés et qui font ça plus de 70 heures par semaine. Avec tous les risques. On va juste écouter le témoignage de Michel Lottier, maire de Blauzac dans les Alpes-Maritimes. Lui, il déplore le mur administratif qui ne comprend pas la ruralité. Écoutez-le. Il y a le gouvernement qui essaye de gouverner, l'État qui dirige et les maires qui subissent. Quand vous déposez un dossier, on ne regarde pas comment on peut vous arranger. On regarde comment vous le bloquez. Quand est-ce que les gens d'en haut comprendront qu'il y a la ruralité? On représente 80% du territoire. Notre France, elle a un sens. Notre France, elle a un but. Elle a un passé. Actuellement, vous savez quoi? On est dépassé. On est dépassé parce qu'on ne crée pas l'envie de vivre et de créer en France. Vous savez, le mur de Berlin, il est tombé. Ce qui serait beau en France et qui tombe, c'est le mur administratif. Geoffroy Lejeune, ça c'est du témoignage, du réel, quoi, du concret. Le mur administratif. Et puis là, vous mettez d'accord 100% des maires, quelle que soit leur étiquette politique. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on leur tend le micro ou qu'on les interroge, on comprend qu'il y a ce problème monstrueux, qui est un problème, alors j'imagine qu'il n'est pas que français, mais en France, il touche quasiment toute la population, quasiment toutes les catégories. C'est gravissime. Moi, j'entends aussi souvent l'organisation administrative et territoriale de notre pays qui est devenue en fait incompréhensible pour un certain nombre d'élus. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour le maire de Marseille. Il y a un millefeuille qui est incompréhensible pour l'ensemble des Français. Et notamment les petits maires, parce que je ne sais pas comment vous vous en sortez à la Baule, mais j'imagine que vous êtes pris au sérieux par les collectivités. Non, puis moi j'ai une administration, et il y a beaucoup de maires qui n'ont pas d'administration, et donc de ce fait-là, qui se débrouillent tout ça. Il y a une vraie solitude chez les maires. Naïma Mfadel ? Non, mais je rejoins ce que vous venez de dire, monsieur le maire, parce que c'est vrai que les petites collectivités n'ont pas les collaborateurs, les cadres qui sont experts dans leur domaine et qui peuvent justement les alléger de cette surcharge administrative. Moi, j'avais discuté aussi avec un maire qui me disait mais pourquoi dans les sous-préfectures, on n'a pas quelqu'un qui soit chargé de cette administration pour justement alléger les maires, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc c'est la désespérance aussi face à ça. Il y a quand même un lien maire, préfet et sous-préfet qui existe et qui est de plus en plus solide. Faut être honnête, les relations avec l'État sont généralement bonnes, et même très bonnes sur certains territoires. Mais c'est surtout une forme qui manque de liberté. En fin de compte, le lien entre la République et la démocratie, c'était aussi la possibilité de lever l'impôt. Alors qu'aujourd'hui, ils ne lèvent plus l'impôt. C'est une dotation de l'État. Donc ils sont devenus un peu des fonctionnaires de l'État, alors que la liberté locale, elle doit exister. Et ils doivent prendre la responsabilité aussi de lever l'impôt et de le faire quand ils le souhaitent ou quand sa population peut le faire. Il y a aussi les problèmes de sécurité qui sont omniprésents pour les maires. On va écouter Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il s'est exprimé cet après-midi au Sénat, justement sur ces questions de violence et d'insécurité dans la ruralité. Écoutez-le. Je vous assure que quand les élus se sentent concernés, quand ils réunissent, notamment dans des comités locaux de sécurité, l'ensemble des partenaires, les policiers, bien sûr, les gendarmes, mais aussi la justice, les bailleurs sociaux, il y a des résultats. Quand on fait de la vidéoprotection, quand on a des polices municipales, quand celles-ci sont armées, il y a des résultats. Et ça, c'est important à dire. C'est l'idée que je porte et que je continuerai à porter parce que sans les élus locaux, sans les maires, nous ne pourrons rien. Et Paris ne sait pas tout. C'est la raison pour laquelle nous aurons autant de plans départementaux de restauration de cette sécurité publique qu'il y aura de départements, mais il faudra une réponse sans doute plus large. Thomas Bonnet, il est sur tous les fronts. Bruno Retailleau,
il est sur tous les fronts et on le voit de plus en plus justement aborder d'autres thématiques. Mais c'est intéressant parce qu'il y aura une loi qui sera débattue à partir du mois de janvier, portée par Madame Gatel, justement sur le statut de l'élu. On parle là de la protection notamment des maires, parce qu'on a vu une recrudescence des actes de violence contre les élus. Ce que je trouve aussi particulièrement frappant sur le poids administratif, c'est qu'en fait, vous interrogez les maires et vous disent qu'il y a trop de poids administratif. Vous interrogez les agriculteurs et vous disent qu'il y a trop de paperasse. Vous interrogez les policiers et vous disent on passe notre temps devant un ordinateur. Il y a peut-être un sujet auquel s'attaquer là. Oui, Bruno Retailleau, c'est un élu rural. Et il a un problème de délinquance, vendéen, de ma région, des Pays de la Loire. Mais c'est surtout qu'il y a un problème de délinquance, et j'en parlais justement avec des maires hier et aujourd'hui, qui s'étale dans toutes les petites communes. C'est-à-dire le trafic de drogue aujourd'hui, il n'est pas uniquement dans les grandes communes. Et justement, même, pour être tranquille, il faut plutôt aller dans des petites communes. Et donc, de ce fait-là, il y a du trafic de drogue important, il y a des points de deal même parfois dans des toutes petites communes. Donc, c'est très compliqué de pouvoir maîtriser l'ensemble du territoire, parce qu'on s'aperçoit que ça explose de façon, je dirais, géographique. Et là, on ne peut plus concentrer nos forces à un endroit. Et vous dites que c'est les dealers, pour être tranquille, qui viennent dans les petites communes. Bah, bien sûr, tout à fait. C'est pas les habitants. Non. Oui, parfois même, ils viennent chercher quand même leur consommation à l'extérieur des grandes villes, parce qu'ils savent que les grandes villes, elles sont vidéoprotégées. Ils savent qu'il y a plus de policiers ou plus de gendarmes, alors que dans les petites communes un peu plus éloignées des grands centres urbains, vous pouvez faire votre deal tranquille. Et donc, c'est aussi ça la difficulté, parce que vous n'avez pas des effectifs qui peuvent couvrir l'ensemble du territoire. Philippe Guibert. On discutait tout à l'heure des polices municipales et de leur armement. Est-ce que, alors peut-être qu'à La Baule, qui est une ville qui n'est pas pauvre, c'est pas un problème de pauvreté, c'est un problème de volonté. Vous croyez? Ah oui. Il n'y a, a pas des villes qui ont très peu de moyens pour organiser une police municipale. C'est pas le sujet, parce que vous savez, il y a 2 ans, moi, ma police municipale est venue me voir et elle m'a dit voilà, il faut que vous nous protégiez, monsieur le maire. Et donc, vous devez nous doter d'armes létales, c'est-à-dire d'armements. D'armes qui peuvent avoir de la balistique, c'est-à-dire tirer, alors qu'ils avaient déjà des tasers. Donc j'ai fait passer au conseil municipal, à la majorité, nous avons accepté qu'ils soient dotés d'armes létales. Et depuis 1 an, ils sont dotés d'armes létales. Mais vous me direz, c'est un problème de volonté, parce que d'abord, il y a peu de policiers municipaux dans les petites communes, et parfois même c'est les gendarmes. Parce que, voilà. Mais ce coup-là, c'est un choix que l'on fait. Et puis parfois, la politique, c'est de faire des choix, c'est de décider. Donc de dire, on met plus sur la sécurité, ce qui est mon cas. Je mets beaucoup sur la sécurité et je suis très prudent là-dessus, parce que je sais très bien que même si on a toujours le sentiment de sécurité dans certaines communes, les problèmes, ils arrivent, et que la sécurité, et l'insécurité, elle est perméable. C'est-à-dire qu'elle passe les frontières à des communes. Absolument. Mais est-ce que ça ne déresponsabilise pas l'État en ce qui concerne les effectifs de policiers ou de gendarmes? C'est une excellente question, mais la réalité des choses, c'est qu'il y a des polices municipales aujourd'hui en France, il y a des gendarmes et des policiers. Ces polices municipales, elles ont une raison d'être, c'est de la police de proximité. Mais comme c'est de la police de proximité, c'est souvent les primo-intervenants, et quand c'est les primo-intervenants, c'est parfois eux qui arrivent sur le phénomène de délinquance en premier. Et vous savez, la délinquance, elle ne fait pas le tri entre ceux qui sont armés et ceux qui ne le sont pas. Ils sont aussi violents pour les uns que pour les autres. Même parfois sur les pompiers maintenant, où on voit des pompiers se faire agresser. Donc voilà, il faut les protéger. Vous savez, protéger ceux qui nous protègent, c'est essentiel. Mais justement, monsieur le maire, est-ce que justement aujourd'hui, à la lumière de la violence, de l'ensauvagement de notre société, et puis ce que vous avez dit, parce que moi je l'ai remarqué il y a une dizaine d'années, avec ce déplacement de ces dealers qui vont dans les petites communes pour être tranquilles, est-ce qu'il ne faut pas revoir la police municipale pour que les communes soient dotées, même les petites communes, d'une police municipale qui soit, on va dire les choses, armée pour faire face à ces délinquants, mais qui soit financée finalement par l'État? Bon, d'abord, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Vous pouvez l'aborder de façon intercommunale. Quand vous avez un centre de surveillance urbain pour mettre, par exemple, vos caméras de vidéoprotection, vous pouvez le faire à l'échelle intercommunale. Vous ne pouvez pas le faire uniquement à l'échelle communale. Parce qu'une petite commune, elle n'a pas besoin d'avoir un centre de surveillance urbain. Par contre, vous pouvez le mutualiser avec plusieurs communes. Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la police municipale, c'est un recrutement qui est compliqué. Parce que vous avez malheureusement près de 35 000 communes qui veulent recruter des policiers municipaux. Donc il faut que l'État nous aide aussi pour former plus de policiers municipaux. Et puis, ce qui est essentiel, et à mon avis, il faut nous donner plus de moyens techniques et technologiques. C'est-à-dire, par exemple, regardez la police municipale, elle ne peut pas avoir accès aux fichiers d'immatriculation des véhicules. Elle ne peut pas fouiller un coffre de véhicule.
Donc tout ça, il faut à tout prix nous laisser élargir plus ses de possibilités. prérogatives, ses Bien sûr, parce que missions, d'abord, c'est du travail en moins pour la police nationale, et puis le fait est, c'est qu'ils ont besoin de ces outils au quotidien.